rappelle-toi, ça dépend sur quelle chaîne tu regarderas cette vidéo. En tout cas, sur la chaîne principale, nous avions traité un peu ce dossier. Sur la seconde chaîne, je ne retape que les vidéos réactions TPMP, tout simplement. Alors, rappelle-toi, Philippine, 19 ans, qui avait été retrouvée dans le bois de Boulogne, eh bien, ils vont en parler en espérant qu'ils ont de nouvelles infos. Paix à son âme, et surtout courage à la famille, car perdre un enfant, c'est pas dans l'ordre des choses, donc courage aux parents et que Dieu leur donne la force de surmonter cette épreuve. Donc nous allons commencer, voyons voir ce que ça dit. Si, ça s'est passé à quelques mètres d'ici. Tout le monde a parlé de ça. C'est le corps de cette étudiante retrouvée enterrée dans le bois de Boulogne. On est à 200 mètres d'ici. Michel, cette histoire est incroyable. C'est une histoire effectivement incroyable. Philippine, elle s'appelait Philippine, elle a 19 ans, étudiante en 3e année à la fac à Dauphine. Alors Dauphine, c'est une fac très très renommée, qui est juste à côté d'ailleurs. Et c'est vrai. Ouais, à la Muette, porte de la Muette, ouais. Exactement. Et donc cette jeune fille, on était vendredi, à 14 h, elle a déjeuné, c'est la dernière fois qu'on la voit au Crous, donc dans les locaux de la fac pour déjeuner, c'est une cantine. Et elle devait rejoindre ses parents qui habitent dans les Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux. Et le problème, c'est que les parents ne l'ont jamais vue arriver, donc ils ont appelé à plusieurs reprises. Elle ne répondait plus aux appels. La sœur, dans la soirée, la sœur de Philippine va au commissariat du 16e arrondissement pour signaler la disparition qu'elle considère comme inquiétante de sa sœur. Bon, la police lui dit qu'elle est majeure, qu'il n'y a pas très longtemps qu'elle a disparu, que c'est peut-être pas très grave. Et du coup, la famille, dès le lendemain matin, va se mobiliser. Ils réussissent à réunir une cinquantaine de copains, à la fois des copains de la fac, de la famille, des frères et des sœurs. Et ils vont faire d'abord de la géolocalisation, c'est-à-dire ils vont remonter le téléphone portable de Philippine. Et là, ils vont s'apercevoir que le téléphone borne toujours entre le bois de Boulogne et la fac Dauphine. En fait, on la retrouve à 100 mètres de sa fac. Et ils vont aller sur place, sur le terrain. Ils vont fouiller partout. Ils vont retrouver une partie du téléphone, la coque du téléphone. Et une dizaine de mètres un petit peu plus loin, derrière un monticule, un corps, un cadavre, malheureusement, à moitié enterré, je crois que le bras dépassait. Et là, c'est la brigade criminelle qui a été saisie dans cette affaire. Et les investigations se poursuivent. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore de garde à vue. Alors, des témoins ont rapporté aux enquêteurs avoir aperçu un homme brun d'environ 1,80 m. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, dans la petite news qu'on avait faite, eh bien, il y avait un gars qui apparemment portait un masque et était avec une pioche. Voilà, un masque du Covid, j'imagine. Le gars n'avait pas un masque d'Halloween, quoi. Voilà. Maintenant, est-ce simple hasard ou était-ce le tueur ou peut-être un futur tueur en série? On n'en sait rien. Pour l'instant, en tout cas. Ouais. Le visage dissimulé derrière un masque chirurgical, voilà. Et portant une pioche, se dirigeant vers le lac du Bois de Boulogne. Alors moi, on me donne une info qui est un petit peu différente. D'abord, ce serait que le lendemain, et ce serait plus une pioche, mais un manche de pioche. D'accord, oui, bon. Bon, et on n'est pas du tout sûr que ce soit le même... c'est pas du béton. Oui. On n'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que le corps a été retrouvé supplicié avec c'est pas vrai non plus. des sévices terribles. Donc voilà, il y a un grand mystère sur cette disparition soudaine en sortant de la fac, Cyril. C'est très très mystérieux, c'est très étrange. Pour le moment, il n'y a pas de piste privilégiée. Les blessures et les sévices sont absolument pas établis. D'ailleurs, ils ne savaient pas encore aujourd'hui l'origine, les causes de la mort. Oui. Ils ont ordonné une autopsie. Il semblerait que ce soit une asphyxie, mais elle ne porte a priori pas de traces de coups. Très bien. Alors, c'est vrai que cette histoire est folle. On croyait avoir un suspect, mais finalement, on n'en a pas. Donc. On ne sait pas exactement. Et c'est vrai qu'il y a eu une autopsie hier. Pour le moment, on n'a pas encore tous les résultats, mais c'est terrible. Mais ça progresse. On a maintenant la révélation du jour. Et c'est vrai que c'est incroyable. Ça rebondit encore sur l'affaire Pellico à Maury. Ça fait quoi, 3-4 minutes là que je fais la vidéo et je vais pas couper ici, je vais pas torcher une vidéo de 2-3 minutes. Ou 4 minutes, je sais pas. Vas-y, on va mettre la suite, parce que c'est l'affaire Pellico, ça nous intéresse Pellico, aussi. c'est un truc de fou.
Révélation peut-être sur d'anciens... Je rappelle, c'est le gars qui a donné, qui a filmé sa femme et qui l'a donné à plusieurs personnes pendant une dizaine d'années et qui l'a VIOL. Un crime, c'est ça. Dominique Pellicot, le mari. Mais lui, il faut rendre compte, c'est un truc de fou. Le mec, on avait l'impression que c'était le mari idéal. Et en fait, c'est un monstre. Alors on se demande si c'est pas un serial. En fait. C'est ça. En fait, je vais vous parler d'abord d'une vieille affaire, mais qui n'est en fait pas si lointaine, justement. C'est le meurtre et le de Sophie Narme. C'était le 4 décembre 1991 à Paris. Sophie Narme n'avait que 23 ans. Ça faisait un mois qu'elle travaillait dans une agence immobilière. Et le 4 décembre 1991, ses parents sont inquiets. Elle n'est pas rentrée à la maison, c'est le soir. Et donc les parents appellent son patron, Daniel, et demandent à Daniel s'il a des informations. Alors son patron regarde l'agenda de la jeune femme et voit qu'elle avait un rendez-vous avec un certain monsieur Dubost un peu plus tôt dans la journée dans un appartement. Et le patron décide aussitôt de se rendre à cet appartement pour voir ce qui s'est passé. Et là, qu'est-ce qu'il trouve dans l'appartement ? Eh bien, Sophie, morte, étranglée avec la ceinture Chanel qu'elle portait ce jour-là et à moitié dénudée puisqu'elle a été le tout avec une espèce d'odeur d'éther qui en fait aurait servi à endormir justement la pauvre Sophie. Alors, il y a une longue enquête qui commence. La police, heureusement, retrouve des traces de sur place. Ce fameux monsieur Dubost, ces traces de très importante puisqu'en fait son identité est fausse. Le numéro de téléphone qu'il avait laissé à l'agence était fausse. Donc c'est le seul élément qu'on a. Mais l'ennui, c'est qu'on est qu'en 1991, le fichier centralisé des ADN n'existe pas encore, donc on ne peut pas matcher avec d'autres affaires. Et surtout, là, la justice va commettre une énorme erreur, c'est qu'elle va perdre l'écouvillon avec le du violeur. Donc c'est le seul élément tangible qui disparaît. Et donc cette affaire devient ce qu'on appelle un cold case, une affaire irrésolue, puisqu'on ne sait pas qui a tué Sophie Narme. Mais 8 ans plus tard, donc là nous sommes en mai 1999, il y a une affaire très similaire qui va se produire. Pourquoi très similaire ? Parce que vous allez voir à la fois le profil de la victime, mais aussi la méthodologie utilisée. Là, la victime s'appelle Marion, elle a 19 ans, elle est encore plus jeune, et elle aussi travaille comme agent immobilière. Et un beau jour, elle est sollicitée par un potentiel client qui prend le nom de Monsieur Rigaud, qui est en fait là encore un faux nom, un nom de famille. Et durant la visite, elle aussi subit une très violente agression puisque le visiteur se jette sur elle, la ligote, la menace avec une lame et lui met de l'éther sur le visage pour l'endormir. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il se déshabille très tranquillement, il plie son pantalon et il commence à la tripoter. Sauf que Marion, là c'est vraiment incroyable, Marion en fait n'est pas endormie par l'éther, elle a fait semblant de s'endormir, elle a retenu sa respiration et donc elle est consciente de tout ce qu'il se passe et donc en fait elle attend le bon moment pour reprendre le dessus et prendre la fuite. Et c'est ce qui va se passer. En fait, elle profite d'un moment pour défaire ses liens, frapper son agresseur et lui attraper les testicules, les broyer de toutes ses forces dans sa main. Lui hurle de douleur, évidemment. Et là, elle prend la fuite dans l'appartement. Elle va se réfugier dans un KGB qu'elle tourne. Bien fait pour lui, même. Moi, ce que je dis, c'est bien fait pour lui. Eh, mesdames, si vous arrive un truc comme ça, n'ayez pas peur de mordre également. Voilà. N'ayez pas peur de mordre. Et d'arracher certaines parties du corps. Voilà. N'ayez pas peur. Votre vie avant tout, il n'y a aucune honte à ça. Tourne à double tour et elle reste 4 heures dans ce KGB, le temps que son agresseur s'en aille et qu'elle puisse aller voir la police. Alors là, encore coup de bol, on trouve sur une chaussure de Marion, donc la deuxième victime, un ADN, l'ADN de son agresseur. Mais on est toujours en 1999, il n'y a pas de fichier centralisé de l'ADN et donc on ne peut pas faire matcher cet ADN. Et là, c'est encore une erreur de la justice. En 2010, 11 ans plus tard, il y a un premier match qui se fait. On vient d'interpeller un homme qui a le même ADN que l'agresseur de Marion. Il a filmé sous les jupes de femmes dans un supermarché, mais... Pour la petite anecdote, sur la chaîne principale, j'avais fait la vidéo complète. J'ai eu une analyse de la modération qui m'a balancé je ne sais combien d'inepties pour bloquer la vidéo. Vidéo à caractère S, la miniature n'allait pas, violence, racisme, je sais pas, alors que je dénonce juste le gars. Voilà, je dénonce juste ce que le gars a fait. Je sais pas, la modo, vous abusez. Erreur de la justice, le courrier qui devait justement dire à la justice qu'on avait retrouvé l'identité de cet homme, eh bien se perd et donc cet homme n'est pas mis en cause pour ces faits-là. Et donc il faut attendre 2020 pour qu'enfin la connexion se fasse véritablement.
La justice, à ce moment-là, apprend le nom de l'agresseur de Marion, mais aussi potentiellement celui de Sophie. Cet homme, c'est Dominique Pellicot, c'est son nom, celui qu'on va appeler évidemment le monstre de Mazan. Et donc, Dominique Pellicot, aujourd'hui, est mis en examen pour ces 2 très anciennes affaires qui étaient résolues. Et si je vous en parle ce soir, Cyril, c'est parce que, en fait, il y a quelques semaines, c'est la sœur de Sophie Narme, la première victime, qui m'a contacté parce que j'étais passé ici sur TPMP. Fort. Et voilà ce qu'elle m'a dit, je me permets de la citer. Avec plaisir, oui. Aujourd'hui, j'aimerais que la justice soit faite pour ma sœur et qu'on sache enfin la vérité. J'aimerais qu'on sache que Dominique Pellicot n'a rien d'un monsieur tout le monde et qu'il avait déjà, peut-être, sévi bien avant. En fait, ce qu'elle sous-entend, c'est que Dominique Pellicot est peut-être un serial agresseur, un serial violeur. Et si on peut mettre sa photo, c'est très important parce qu'en accord avec justement les victimes et leurs avocats, je voudrais qu'on lance une espèce d'appel à témoins. Voilà, ça c'est la photo en fait de Dominique Pellicot dans les années 90. Incroyable. Et là, je m'adresse aux téléspectateurs et téléspectatrices surtout. Si jamais vous avez déjà vu cette image, ce visage qui vous dit quelque chose et que vous avez déjà été agressé par cet homme, eh bien, il faut impérativement aller voir la police pour apporter votre témoignage dans toute cette affaire. Merci beaucoup, Amaury. Merci à tous. On se retrouve demain. N'en touche pas. Bon, la seconde partie. Voilà. Truc de barge encore. Hein. Stranger Things, le monde à l'envers. Voilà. Laisse-moi tes impressions en commentaire. J'ai rien d'autre à ajouter. Paix, amour, santé, discipline. La vraie. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Fais très attention à toi.